Bonjour et bienvenue dans ce nouveau MAC des compétences de Kumundi consacré à la digitalisation de la formation. Selon l'Institut de formation ISTF, près de 60% des organismes de formation proposaient déjà en 2017 des programmes de formation mixtes et 8% des programmes entièrement à distance. Pourquoi cet engouement pour le digital learning ? Comment le digital peut-il enrichir les processus d'apprentissage? En quoi le digital répond-il aux attentes des entreprises et des apprenants? Quelles sont les complémentarités entre formation digitale et formation présentielle? Alors pour répondre à ces questions, j'ai proposé à deux experts de venir échanger et partager leur point de vue et nous faire part de leur expérience. Donc, Laura Lesper, bonjour. Vous êtes actuellement Learning Director chez 360 Learning, la plateforme donc, de formation engageante de l'ère digitale. Et vous accompagnez les entreprises comme les Galeries Lafayette, Safran ou encore Orange dans la mise en œuvre de leur formation digitale. Et puis, Philippe Gilles, bonjour. Vous avez occupé des postes à responsabilité dans des organismes de formation comme Demos, Segos. Et puis, vous avez créé 3 startups dans le domaine DRH et de la formation. Actuellement, vous dirigez l'entreprise ILD, un cabinet de conseil et d'études spécialisé en innovation dans la formation et dans le digital learning. Alors pour commencer, Laura, Philippe, même question, en quoi le digital learning est-il adapté aux besoins des entreprises en matière de formation? Laura, pour commencer? Oui, effectivement, Stéphane, je pense que le digital learning répond aux besoins des entreprises à 3 points de vue. D'abord, de manière très pragmatique, il permet de simplifier la logistique qui est liée au présentiel et aussi de réduire les coûts souvent importants qui lui sont associés. Deuxième élément qui me semble aujourd'hui vraiment majeur, c'est que les entreprises, pour rester compétitives, on le sait, doivent s'adapter. Et l'adaptation va vraiment passer par la capacité à transmettre, à actualiser et donc à créer toutes les compétences et les savoirs qui sont présents en interne au sein de l'entreprise. On parle souvent d'obsolescence des compétences. Et en ça, le digital learning permet donc de diffuser très simplement ces savoirs et ces connaissances. Et un troisième élément qui me semble important, une étude est parue par Deloitte il y a très peu de temps qui expliquait qu'en 2025, c'est-à-dire demain, 75% de la main-d'œuvre globale serait composée des millennials. Et cette population des millennials, elle est très attachée à l'offre de formation qu'on va être en mesure de lui proposer. La statistique disait également que 41% des millennials seraient prêts à changer d'emploi si on leur proposait une offre de formation professionnelle. Donc c'est des points importants auxquels le digital répond effectivement. Oui, donc intéressant. Alors Philippe, même question. Le digital learning à l'ère des entreprises, en quoi ça répond à leurs besoins? Je pense qu'un des premiers atouts, c'est la flexibilité. L'offre de formation dite traditionnelle présentielle porte en elle-même sa limite puisque c'est l'unité de temps, de lieu et d'espace qui contraint le présentiel. Et ce qu'apporte le digital, c'est apporter la formation au plus près de l'apprenant, voire sur le poste de travail, pour lui permettre d'accéder au moment où il en a besoin à ces nouveaux savoirs. Donc en termes de flexibilité, c'est un apport important. En termes d'efficacité, c'est aussi un apport important, puisqu'on n'apprend jamais aussi bien qu'au moment où on a besoin d'apprendre. Et donc le facteur motivation est un facteur clé dans l'apprentissage. Si on porte la formation au plus près grâce au digital, on a une efficacité de la formation qui est accrue. Donc cette notion de flexibilité, cette notion de juste à temps de la formation, et aussi une notion qui se développe et se développera de plus en plus, c'est le juste assez, c'est-à-dire apporter de la bonne formation au bon individu et selon le dosage dont il a réellement besoin, et non pas selon une offre calibrée sur un individu lambda. Là, on va répondre typiquement aux besoins de chacun et avec la bonne dose d'apprentissage, puisqu'on va pouvoir paramétrer, on va dire, au plus près la réponse aux besoins. D'accord. Alors Philippe, pour aller un petit peu plus loin dans cette question, est-ce que ça veut dire que certaines compétences sont plus spécifiques, sont adaptées pour les formations en digital learning ? Alors depuis le temps qu'on patrouille un peu ce secteur d'activité d'innovation dans le domaine de la formation et d'usage du digital dans les pratiques pédagogiques, je
ne peux pas dire que j'ai rencontré un obstacle à traiter un contenu, un savoir, une compétence grâce au digital. Donc pour moi, la réponse est non, il n'y a pas d'obstacle. Et plus ça va, plus les développements technologiques sont puissants, plus les offres se sophistiquent, finalement, plus on a de solutions. Je vais en citer 2 qui sont maintenant bien connus, ce qu'on appelle les serious games, qui vont permettre de traiter notamment des choses de type apprentissage comportemental, de plus en plus efficacement, ou encore la réalité virtuelle qui va permettre de développer des environnements simulés, immersifs, de plus en plus efficaces, qui vont permettre de mettre en œuvre ces savoir-être et de traiter des choses qui vont aller jusqu'à la formation comportementale et à l'acquisition de réflexes. D'accord. Donc pas d'obstacle. Pas d'obstacle. Donc Laura, pour du coup aller encore un peu plus loin, est-ce que ça veut dire que les formations 100% digitales sont adaptées ou est-ce qu'il faut aller plutôt vers des formations blended, un mix en fait des formations? Qu'est-ce qui vous paraît le plus pertinent? Alors déjà, je pense qu'on peut rappeler qu'il y a 3 types de savoir. Le savoir théorique, qui lui, effectivement, on va avoir tendance à être très fortement digitalisé. Le savoir-faire, où là, on peut effectivement, grâce aux technologies qui existent, digitaliser tout ou partie de ce savoir-faire. Et puis le savoir-être, où là, quelque part, le formateur en présentiel peut avoir plus de valeur ajoutée, effectivement. On prend le parti de se dire que le blended learning, qui permet donc de mixer plusieurs modalités d'apprentissage, est très pertinent. On ne prône pas à tout prix le 100% digital. L'idée, c'est vraiment d'offrir à l'apprenant une expérience qui soit la plus intégrée en tirant parti des meilleurs formats. Je vous donne un exemple sur les parcours de formation qu'on peut créer sur 360 Learning. On a même mis une brique qui s'appelle l'évaluation, qui va faire intervenir un humain, un formateur ou un manager, pour valider par exemple une compétence. D'accord. Alors, vous parliez de, justement, je prolonge avec votre blog sur le blog 360 Learning. Vous proposez notamment des parcours pour créer des formations, des vidéos engageantes. Alors, est-ce que ça veut dire que le format en fait, des vidéos est adapté pour le processus de formation ? Alors, je crois qu'aujourd'hui, effectivement, le format vidéo est indispensable, voire incontournable. Il permet déjà à l'apprenant de prendre le pouvoir sur sa formation, puisqu'il y a différents types de vidéos, notamment interactives. Il peut stopper, revenir en arrière ou avancer. Oui. L'usage qui est intéressant et qu'on voit chez nos clients, c'est qu'ils s'approprient ce format-là pour personnaliser la formation. Je vous donne un exemple chez nos clients, lors de parcours d'intégration, d'onboarding pour les collaborateurs qui arrivent dans l'entreprise, un expert, un formateur ou bien un DRH va prendre la parole derrière la caméra pour justement faire une sorte de teaser sur 1 minute 30 qui va venir introduire la formation. Et pour l'apprenant, le résultat, c'est une appropriation via ce format de la vidéo par une personne crédible et légitime dans l'entreprise. Donc oui, ça s'y prête tout à fait. Ça s'est adapté. D'accord. Alors, l'intérêt de la vidéo, très bien, c'est acquis. Mais ceci dit, le digital learning, c'est bien plus large que ça. Ça ouvre un panel en fait, de solutions assez large. Aujourd'hui, Philippe, quelles sont les tendances, les dernières tendances utilisées par les entreprises? Qu'est-ce qui fonctionne? Alors, c'est toujours un peu désagréable de parler de tendance en matière de formation, puisqu'on est quand même sur des phénomènes de fond qui vont s'ancrer dans la durée. Le changement en formation est un temps long, il faut avoir ça en tête. C'est-à-dire que depuis qu'on parle de l'usage des technologies, on arrive enfin à quelque chose qui est un peu répandu. Donc ces tendances, elles vont s'inscrire dans la durée. Moi, j'en citerai 4, 3 sont vraiment liés à des nouveaux formats pédagogiques, on va dire, ou d'usage des technologies dans la formation. Le premier, c'est ce qu'on appelle, en bon français, comme d'habitude, le social learning. Donc, l'idée est assez simple, elle est basique, c'est de se dire que finalement, comme le disait le professeur Philippe Carré à Nanterre, on apprend toujours seul, mais jamais sans les autres. C'est-à-dire que le rôle du social, le rôle du partage, le rôle de la collaboration, le rôle de l'échange avec ses pairs, avec un tuteur, avec un formateur, y compris à distance, c'est déterminant pour ancrer les apprentissages. Oui. Et les neurosciences, qui seront la 4e tendance lourde dont je voudrais parler, renforcent cet aspect-là, c'est-à-dire que l'homme est bien entendu un être social, et donc cette dimension-là est vraiment fondamentale. Donc social learning, et je pense que Laura pourra compléter largement là-dessus. Deuxième point important, le mobile learning. Donc là, l'idée, c'est bien la formation dans sa poche, la formation accessible en permanence, la formation qui permet la révision. Et là aussi, du point de vue des neurosciences, c'est quelque chose d'important. C'est-à-dire qu'on a besoin d'ancrer les savoirs dans la durée. C'est pas parce qu'on va passer 1 heure devant son écran ou une journée en salle que les savoirs que l'on va acquérir le sont durablement. Donc pour renforcer ce qu'on appelle la trace mémorielle, c'est-à-dire la façon dont on va pouvoir se remémorer les concepts appris, il faut répéter, et répéter dans
ce qu'on appelle un temps plus ou moins long, et cet espace répété, il va permettre d'ancrer vraiment les savoirs, et donc le mobile learning, qui est toujours disponible en permanence, va permettre de renforcer ces apprentissages. Et puis le troisième point essentiel, à mes yeux, c'est ce qu'on appelle l'adaptive learning, c'est-à-dire la capacité à cibler au plus juste maintenant la formation en fonction des attentes de l'apprenant. Et ça va se combiner à de l'intelligence artificielle qui va permettre, en fonction des modes de consommation de l'information de chacun, de proposer des parcours ou des ressources pédagogiques qui vont être liées au réel niveau de chacun et à ses pratiques pédagogiques. Donc on va aller vers de plus en plus de formation adaptée, formation individualisée. D'accord. Et donc tout ça se fait sous quelque chose qui devient de plus en plus fondamental à nos yeux, qui est ce qu'on appelle, nous, le neurolearning, ou l'apport des neurosciences en matière de formation, c'est-à-dire la meilleure connaissance de la mécanique de notre cerveau. On sait, grâce à l'IRM fonctionnel aujourd'hui, comment notre cerveau réagit. Et donc la dimension attention, la dimension motivation, la dimension émotionnelle sont des axes essentiels. Et ces apports-là ont bien sûr une incidence sur la formation en salle, puisqu'enfin on sait comment un adulte apprend ou à quoi un adulte est réceptif, et bien entendu aura un impact fort sur le digital learning, puisque en sachant un peu les clés de fonctionnement de ce cerveau, on va pouvoir développer des méthodes et des approches pédagogiques de plus en plus fines. D'accord, donc pour améliorer en fait les performances de l'apprentissage. Exactement. Laura, même question, du coup, dans ce panel des solutions, au-delà de la vidéo. Effectivement, bon, Philippe a dressé un tableau très complet et juste, il me semble, de ce qui est possible et des prochaines tendances. Je vais juste réinsister effectivement sur l'aspect du social learning. C'est intéressant parce qu'on voit que les grandes réussites technologiques de ces dernières années misent sur les interactions humaines et les interactions sociales. Je pense à LinkedIn, à Instagram, bien évidemment, à Facebook. Donc très clairement, on va dans la formation digitale, c'est ce que nous faisons chez 360 Learning, reproduire quelque part l'expérience du présentiel, où vous avez un apprenant qui lève la main pour poser une question, le professeur répond et toute la salle bénéficie véritablement de ce jeu de questions-réponses. Ouais. Ce qui est important, c'est que ces interactions sociales, et c'est ce à quoi on s'attache, soient contextualisées au service, bien évidemment, de la formation. Ça, c'est un premier point. Un second point qui est aussi, qui fait le lien avec les interactions sociales et qu'on a mis en place assez récemment avec des résultats très performants, c'est ce qu'on a appelé les réactions. C'est-à-dire que vous passez sur une activité d'un module digital et on a développé cette fonctionnalité il y a quelques mois. L'apprenant a la possibilité de réagir. Il a 4 options en cliquant sur des émoticônes en bas du module, de l'activité. Soit il peut dire « j'aime ce format », ou bien « j'ai appris quelque chose », ou bien « je ne suis pas d'accord », ou alors « je n'ai pas compris ». Et on a vu que rien que le fait de laisser la possibilité à l'apprenant de se positionner en réagissant, ça multipliait par 6 les taux de participation. Et en plus de ça, le formateur, bien sûr, peut s'enrichir des datas, des analytics qui viennent justement de ce type de réaction. Donc je crois qu'effectivement, on apprend toujours mieux et plus rapidement avec les autres. D'accord, donc plus engageant. Alors, pour aller encore un petit peu plus loin et faire un peu de prospective, Laura, est-ce que ça veut dire qu'on va aller vers le Netflix of Learning ? Alors, effectivement, on entend souvent ce terme. Je crois qu'il y a une réponse en 2 temps. Oui, si on parle effectivement de cette tendance de consumérisation de l'apprentissage, où finalement les entreprises se rendent compte que les salariés sont quelque part des consommateurs comme les autres, à qui il faut justement fournir du contenu de formation et d'information, donc sur une plateforme qui soit la plus engageante, moderne et intuitive possible. Là-dessus, on ne s'y est pas trompé. Si dans l'écran passait tout à l'heure une vue du catalogue de formation de 360 Learning, c'est très semblable à Netflix, donc effectivement, en ce sens, oui. Mais je crois préférer l'analogie de Instagram of Learning. Oui. Pourquoi ? Il y a 2 raisons. La première, c'est que là où Netflix, finalement, est un divertissement passif, où je vais regarder des séries, des films derrière mon écran, voilà, Instagram, lui, a plus une vertu d'apprentissage actif, avec une communauté d'utilisateurs qui interagissent entre eux. Certains leaders qui sont très suivis vont émerger. Cette communauté de personnes n'existe pas sur Netflix. Oui.
Donc je pense que le parallèle... C'est l'interaction qui apporte... Encore une fois, exactement, la dimension des interactions humaines qui est absente de Netflix et qui existe bien sur Instagram. Et le deuxième point, pour finir l'analogie, c'est la simplicité de création. Moi, demain, avec Instagram, je m'improvise grande photographe en mettant quelques filtres, justement, sur mes créations. Aujourd'hui, l'outil, par exemple, 360 Learning, permet de diffuser et de sublimer un contenu de formation de qualité et de le partager au plus grand nombre. D'accord. Alors, tout ça, ça nous fait rêver. Alors, peut-être pour être très pragmatique et revenir, Philippe, si on pouvait donner un conseil aux DRH ou aux responsables de formation pour mettre en œuvre, en fait, une formation de digital learning, quels conseils pourrions-nous donner ? Le premier conseil, c'est de toute façon, il faut y aller. Donc, il n'y a pas le choix. Oui. C'est incontournable, c'est attendu. La génération en place dans les entreprises n'attend que ça et a appris à se former avec ça. Si vous regardez les promotions des écoles de commerce aujourd'hui, la moitié sont hors les murs, ou les 3/4 sont hors les murs, ce qui permet d'augmenter les promotions, mais sans élargir la taille des salles. Donc, on y va, c'est incontournable. Les 2 ou 3 pièges à éviter, c'est éviter de tomber dans ce que j'appelle le bling-bling learning, c'est-à-dire parce que c'est beau, parce que c'est en 3D, parce que c'est bien. Non, c'est pas ça. Ce qu'on vise d'abord, et le conseil numéro 1, c'est que c'est d'abord de la pédagogie. On est là déjà et avant tout pour faire apprendre. Et le troisième point qui est la finalité finalement, ne jamais perdre de vue la finalité. Ce que l'on fait, c'est bien sûr de la technologie pour transmettre mieux, essayer d'être plus efficace, mais la finalité de tout ça, c'est surtout transformer les individus. Oui. Et donc c'est ça que l'on doit viser, toujours avoir en tête cette logique-là. On ne fait pas ça pour l'outil qui va permettre de diffuser, on ne fait pas ça pour la ressource, on fait ça pour un individu que l'on se doit d'aider au quotidien dans son job. D'accord. Alors Laura, du coup, même question, un conseil en fait assez pratique pour mettre en place en fait un parcours ou digitaliser en fait une formation. Bon alors je vais en prendre 3 très rapidement comme Philippe. Le premier, je dirais aux entreprises, misez sur les experts que vous avez en interne pour transmettre les savoirs. Oui. Les connaissances sont dans votre entreprise. L'idée après, c'est de leur donner justement une scène pour s'exprimer et pour diffuser. Oui. Le deuxième conseil, c'est choisissez une solution qui fait la part belle aux interactions sociales, aux interactions humaines. On a eu le temps d'en parler aujourd'hui. Et le troisième point, de manière très pragmatique, testez les solutions. Demandez des espaces de test gratuits. Jouez le jeu de digitaliser un cours pour voir si vous le faites simplement, rapidement, au-delà des belles promesses que peuvent faire certains acteurs. Testez les solutions, ça me semble intéressant et indispensable. D'accord. Laura, Philippe, merci à tous les deux pour la qualité de ces échanges. Voilà, l'émission se termine. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour un prochain numéro du MAC des compétences. Merci, à bientôt.